Olivier Weber est écrivain, grand reporter, diplomate et ancien correspondant de guerre. Prix Albert Londres, prix de l'aventure et prix Joseph Kessel, il est notamment l'auteur du Faucon afghan en 2002, de la Bataille des Anges en 2006, de L'Enchantement du Monde en 2015 et de Frontières en 2016. Vendredi 22 novembre 2019, Olivier Weber était invité à la librairie Ombre Blanche pour la parution de son ouvrage Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel aux éditions Plomb, dans le cadre d'une rencontre organisée avec le festival Scientilivre. Bonne écoute. What is En l'absence de Cathy Desplat, de Terre d'ailleurs, c'est moi qui vais dire quelques mots d'accueil pour Olivier Weber et rappeler qu'il est donc l'auteur de ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel que Plomb vient de publier dans cette collection qui devient un des lieux de connaissances et d'approches à la fois très personnelles et très objectives aussi d'auteurs, de territoires, de thèmes. Voilà. Et ça marche pas? Si, c'est bon. Voilà. Donc, vous aurez droit à un très beau travail de recueil d'images que Olivier Weber a fait autour de cette figure importante du journalisme et du reportage. Ce soir, vous êtes aussi sur la brèche. Vous allez nous dire où et à quelle heure? Bonsoir, oui, ce soir, c'est pour le festival Terre d'ailleurs, donc, qui m'a invité. C'est au Muséum de Toulouse. Il s'agit d'un récit de voyage que j'ai fait filmer donc, au pays des Khmers rouges, les Cambodgiens génocidaires, mais surtout chez leurs successeurs qui sont les guérilleros au fin fond de la jungle du Cambodge et qui trafiquent les rubis entre autres, mais aussi les êtres humains. Donc voilà, c'est un carnet de route un peu pour dénoncer les exactions de ces successeurs des Khmers rouges et des émules de Pol Pot. Voilà. C'était un documentaire qui était passé sur France 2 il y a quelques temps. Je suis très heureux de l'avoir vu ce matin par hasard, parce que Reza est un vieil ami, c'est vraiment un des 10 meilleurs photographes au monde, et on s'est retrouvé pas mal de fois sur des images que vous allez voir, parce que c'est à peu près les mêmes terrains que Kessel, c'est l'Afghanistan, le Sri Lanka, etc. Et Reza m'a fait l'honneur de photographier pour moi Massoud et d'autres personnes pour des romans, parce que j'ai écrit un roman sur le fameux commandant Massoud, qu'on connaissait bien tous les deux, pour l'avoir vu sur le terrain avec ces hommes pendant la résistance anti-taliban pendant une vingtaine d'années. Donc la fameuse photo iconique, on va dire, christique pratiquement, j'allais dire, à la Che Guevara du commandant Massoud, c'est donc notre ami Reza, le grand photographe qui vit à Paris, qui est d'origine iranienne, qui l'a faite. Voilà, donc pour revenir au livre, oui, c'est un dictionnaire amoureux dans cette fameuse collection qui est une collection totalement arbitraire, puisque la thématique est amoureuse, donc de passion, et j'ai fait à peu près 1200 feuillets, donc 1000 pages pour le livre, pour décliner ce qu'est non seulement, ou tenter de représenter le personnage de Kessel, mais aussi la traversée du siècle littéraire, puisqu'il est né au début, exactement en 1898, et aussi une traversée du siècle, comme le disait notre ami à l'instant, du reportage. Et les deux se sont toujours mêlés chez Kessel, le reportage et le roman. Donc le grand reporter est devenu romancier. Le romancier aussi est revenu au reportage, comme l'ont fait d'autres grands frères dans notre profession. On pense à d'autres reporters de guerre, que vous connaissez bien sûr, comme Jack London, qui était reporter de guerre, Hemingway, qui a basculé vers le roman parce que enough is enough, on n'arrive pas à raconter la guerre avec quelques feuillets. Malaparte, le grand romancier italien, Vassili Grossman, et je peux citer encore Steinbeck, Dos Passos, etc. Et tout d'un coup, donc, quand on est reporter de guerre, on revient de nos contrées lointaines, et bien on se dit que voilà, le réel, le documenté ne suffisent plus, et il faut passer à autre chose. Et pour ma part, c'est vrai que pour les conflits que j'ai pu couvrir, j'ai arrêté. Maintenant, je fais que du roman et du récit, de l'essai, mais j'ai été pendant une vingtaine d'années reporter de guerre, donc j'ai couvert à peu près une vingtaine de guerres. Bon, même si je retourne en Syrie prochainement, en Irak, c'est plutôt pour des projets de livres que de reportages, mais voilà, on se dit quand on rentre dans nos capitales respectives, que ce soit Paris, Madrid, Washington ou Berlin ou Londres, que voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a ramassé, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a pu récolter comme témoignage de ces victimes. Il n'y a pas que des victimes d'ailleurs, il y a très souvent, comme dit notre ami Mathieu Ricard, de la bienveillance sur le terrain, en dehors des zones de guerre évidemment. Et pour des conflits que j'ai couverts,
j'ai beaucoup plus appris de la part de romans, de grands romanciers contemporains, mais aussi de romanciers locaux du cru, en lisant donc des reportages ou des récits. Donc voilà, pour Kessel, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir vu un petit peu cette frontière molle, très floue entre le réel et l'imaginaire, et comment il s'en est servi. Donc voilà Kessel qui est sur une piste d'Afghanistan, qu'il a découvert assez tardivement, à 58 ans, mais il a commencé, on va dire, sa carrière d'écrivain, si je puis dire, à Nice. Il n'est pas né à Nice, il est né en Argentine, dans une colonie juive où son père, le docteur Samuel Kessel, avait immigré un peu sur la demande du baron Hirsch, qui était son mécène lorsqu'il était étudiant en médecine à Montpellier. Et puis il revient en Russie et à Nice pour des raisons de santé. Et donc ce que découvre le jeune Kessel au début du XXe siècle, c'est cela, vous la connaissez sûrement, cette promenade, la promenade des Anglais. Il y avait encore un casino à l'époque, mais c'était davantage la promenade des Russes. Et Kessel va s'illustrer au lycée de Masséna, enfin le lycée de Nice, où va passer d'ailleurs un autre grand écrivain un peu plus tard, qui est Romain Gary, qui est comme lui d'origine russe, juif, et qui va être comme lui aviateur, et qui va devenir aussi grand reporter, mais un peu à l'inverse. Kessel était d'abord grand reporter, puis écrivain, et Gary, c'était l'inverse, il était grand reporter pour la presse américaine sur le tard, après 50 ans. Et Kessel donc, s'engage en 1918 dans l'armée française. On est bien sûr en pleine guerre mondiale. Il va devenir pilote. Là, on le voit dans son école à Nice. Et très vite, donc, il rejoint la fameuse escadrille S-39 avec les As des As. Le problème, c'est que les pilotes, les As des As, qui sont très jeunes, reviennent très souvent, enfin ne reviennent pas très souvent. Et donc, ils sont remplacés par des jeunes volontaires comme Kessel, qui va devenir de facto pilote depuis son poste de navigateur. Vous voyez, à l'époque, c'était des biplans et l'aviation allemande était assez efficace. Et Kessel en réchappe, on ne sait comment, et on fait un livre qui est le premier succès, qui s'appelle L'équipage, qui est un livre assez connu. Nous sommes en 1923, il a 25 ans, ça fait 250 000 exemplaires. On a dit que c'était le premier roman sur l'aviation moderne, c'est vrai, mais c'est surtout un roman un peu dostoïevskien. Je vous dirai peut-être plus tard pourquoi, parce que c'est important dans son œuvre. C'est l'histoire d'un ménage à trois, entre deux pilotes d'avion et une femme qu'ils se partagent sans le savoir. La femme est l'épouse de l'un, l'officier donc, et la maîtresse de l'autre. Et quand ils découvrent ça, c'est le drame, mais l'amitié va jouer un rôle. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de Kessel, parce que Kessel avait un jeune frère, Lazare, surnommé Lola, qui était un talentueux comédien de la Comédie Française. Et tous les deux, d'ailleurs, Joseph et Lazare jouaient des pièces de théâtre. Et en 1922, Kessel déjeune avec son petit frère, donc sur le boulevard Saint-Michel à Paris, pardon, excusez-moi. Et il revient dans son journal, qui est le journal de débat dans l'après-midi, et un policier l'appelle en lui disant « Votre petit frère est mort ». Et il dit « Mais c'est pas possible, je viens de déjeuner avec lui ici, il s'est suicidé d'une balle dans la tête dans un petit hôtel rue de la Sorbonne ». En fait, le petit frère avait quitté le domicile familial parce que il attendait un enfant. Sa femme, sa compagne attendait un enfant. Et il y a eu un drame entre les deux frères, c'est que Kessel donc, était parti à la guerre en 18 en disant à son petit frère « Je pars, je ne suis pas sûr de revenir, prends soin de ma fiancée qui s'appelle Eva ». Et le petit frère en a tellement pris soin qu'elle est devenue sa compagne. Et donc c'est un drame, mais Kessel, le grand frère, l'a très bien accepté, sauf que quand le petit frère se suicide, c'est ce qu'on appelle le complexe du survivant, c'est la culpabilité qu'on peut porter sur les épaules. Ça m'est arrivé avec un ami très très proche qui s'est suicidé. Et voilà, le survivant porte cela toute sa vie. Et toute l'œuvre de Kessel ne peut se comprendre qu'à travers cette culpabilité, le remords, le regret, la faute, etc. Et c'est pour ça que, pour moi, Kessel, d'abord, c'est un surdoué. Et c'est du ressort un petit peu de ces grands écrivains que j'appelle du malentendu, comme Joseph Conrad, un autre écrivain slave, et Jack London. Jack London, qui était ouvrier à 11 ans et qui a réussi, tout en étant ouvrier à Auckland, la nuit à écrire à la lueur d'une chandelle, et qui est devenu donc écrivain. Et Kessel a un côté dostoïevskien, en portant cette faute, ce remords, cette culpabilité toute sa vie. Donc il va être dans la recherche du pardon, de la rédemption. Et Conrad, c'est ça, quand vous lisez entre autres Lord Jim, Jack London aussi, alors c'est un peu différent, mais quand on lit Martin Eden, qu'on peut lire à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, vous le lirez de 3 ou 4 manières différentes,
tellement cette œuvre est riche et elle est vraiment l'œuvre d'un surdoué. Et pour ces 3 écrivains, l'aventure, le baroud, finalement, ne font partie que du prétexte. C'est l'alibi, en fait, pour parler de la vraie aventure qui vaille. C'est l'aventure intérieure, c'est la passion humaine, c'est le sentiment, etc. Et quand on relit l'œuvre de Kessel à cette aune, avec ce regard, et évidemment la découverte de la réalité historique de ce suicide, on comprend mieux la profondeur, j'allais dire russe, et la mélancolie, et ce n'est pas un cliché, qui s'est emparé toute sa vie de l'écrivain Kessel. Donc Kessel devient à la fin de la guerre, grand porteur. Et il fait partie de quelques aventures, dont celle des pilotes qui ont survécu à la guerre de 14-18 et qui vont créer le premier grand courrier. Ça passe d'ailleurs, ça démarre d'ici même. Ça démarre à Toulouse, c'est la TECOR et l'Aéropostale. Après, c'est parti de Paris et de Bordeaux. Mais regardez, on voit bien, là d'ailleurs, sur le tracé, c'est Toulouse, Barcelone, Alicante, Malaga, etc. Toute la côte ouest de l'Afrique. Port-Étienne, où j'étais encore il y a peu de temps, c'est Nouadhibou maintenant en Mauritanie. Et puis après, Dakar et l'Amérique du Sud. Et puis, quelquefois, les pilotes n'en revenaient pas. Il y avait 2 dangers. D'abord, l'avion lui-même qui tombait souvent. Et puis, deuxièmement, dans la zone d'Ergibat, c'est en fait toute cette zone sur le Rio des Hauts-Rôles, l'actuel Sahara occidental et le Maroc. Eh bien, quand on se posait en détresse, arrivaient très très souvent des tribus morts, et je le sais parce que mon grand-père était pilote aussi à cette époque, et enfin un peu plus tard on va dire, et les pilotes avaient une balle dans le revolver pour se suicider, pour pas être éviscérés, émasculés, etc. Et donc il y a eu plusieurs témoignages comme ça de pilotes très proches d'ailleurs de Kessel qui soit sont morts, soit en ont réchappé, et Mermoz, le grand ami de Kessel, disparaît en 1936, il a à peine 35 ans, sur le trajet donc, de l'Amérique du Sud. Et moi, c'est le premier livre que j'ai lu, si j'ai bonne mémoire, en culotte courte, là, c'était la Bibliothèque verte, bien connu des ombres blanches. Et Mermoz, c'est un symbole, c'était paru donc 2 ans après sa mort, la mort de Mermoz. C'est vraiment un modèle de biographie romancée, parce que là, je vous montrerai tout à l'heure, c'est un peu exclusif, parce que j'ai retrouvé des manuscrits dans des coffres un peu inondés d'ailleurs, un peu imbibés d'eau, mais vous verrez, il y a une lettre formidable, une ode funèbre pour Mermoz de la part de Kessel. Et Kessel a été fracassé littéralement par la disparition de Mermoz, son grand ami. Il y avait un différend quand même entre eux, c'est que Kessel était vraiment apolitique, il n'a jamais voté de sa vie, sauf à l'Académie française. Et Mermoz était devenu compagnon des Croix de Feu, ceux qui ont manifesté sur la place de la Concorde en février 1934, et donc extrême droite, et donc devenu un peu l'icône de l'extrême droite. Et là, c'était un petit peu une divergence entre eux, mais l'amitié prenait tout le temps le dessus. Il part, lui, très vite, Kessel, en 1930, il a 32 ans. Alors ça fait rêver tous les reporters de France et de Navarre, mais aussi les étrangers, quand on leur raconte ce qui s'est passé, parce qu'on lui propose carte blanche. Ça marche très bien, les journaux à l'époque. C'est le Matin qui l'édite, entre autres. Et à l'époque, la pub allait... non pas à la télévision, à la radio ou à France 3 Toulouse, mais directement dans les caisses des seuls médias représentatifs de l'époque, qui étaient donc les journaux. Et donc, on a proposé à Kessel une carte blanche. Il choisit une contrée inconnue qui s'appelle l'Abyssinie, qu'il ne connaît pas, qui est l'Éthiopie d'aujourd'hui, pour travailler sur les marchés d'esclaves. Et il prend avec lui, regardez, il est là, donc Kessel au milieu, là c'est un guerrier d'Anakil qui l'accompagne, et la personne à gauche, qui n'est pas un local, c'est un grand pirate devant l'Éternel, qui piratait les armes, le hashish et autres substances illicites. C'est Henri de Montfred, effectivement. Et c'est ce qu'on appelle le fixeur aujourd'hui, ou le stringer dans le jargon. L'accompagnateur, on le voit là aussi. Donc Kessel est là, il a 32 ans, il a pris un peu d'embonpoint d'ailleurs. 2 amis, dont Émilie Perret, qui est un poète arabisant, et puis Montfred, qui est là à gauche. Et pour revenir à l'histoire de Kessel et de sa carte blanche, savez-vous combien on lui propose comme avance, hors émolument, hors salaire, hors rétribution, avant de partir, donc cash liquide sur la table pour ses notes de frais? Là, c'est Hergé qui s'est inspiré de 2 auteurs principalement, parce qu'il ne voyageait pas beaucoup, c'était Albert Londres, notre maître pour les reporters, et puis Kessel. Et on retrouve des personnages similaires, dont le capitaine Muller, dans les œuvres de Hergé et les œuvres de Kessel. Eh bien, on lui met sur la table, avant de partir en cash, j'ai
traduit par des règles de conversion, inflation comprise, évolution du pouvoir d'achat compris, indice de l'INSEE compris. On lui met sur la table, tenez-vous bien, 250 000 euros. Vous vous rendez compte? Et c'est comme ça que Kessel part. Et donc, ce sont des notes de frais. Alors, évidemment, quand on part, voilà, on ne loue pas le bateau, on l'achète carrément pour traverser la mer Rouge, etc. etc. Ça devait durer 2-3 mois, ça dure 4 mois. Il enquête sur les marchés d'esclaves. Alors, quand il fait la une du matin, regardez ici, là, comme Albert Londres, les tirages montent de 150 000 exemplaires. Donc, ça compte évidemment pour les finances du journal et pour les avances concernées. Et très souvent, les articles ont l'impact. Je pense à l'enquête d'Albert Londres sur le bagne des Cayennes, qu'il a contribué à faire fermer quelques années plus tard quand même. Mais l'impact des reportages à l'époque, fussent-ils romancés, comme le faisait Albert Londres, donc était extrêmement important. Et je peux vous dire que malheureusement, l'esclavagisme n'a pas beaucoup changé dans cette région. Je suis retourné pour un livre qui s'appelle Les enfants esclaves et pour un documentaire de France 2. Et malheureusement, dans la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est, l'esclavagisme perdure de la même manière qu'il perdure aussi dans l'Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, enfin simplement en Mauritanie. Voilà, et donc ça donne aussi des compagnons de route grâce au succès de l'équipage en 1923. Kessel, avec son autre frère, ils étaient 3 frères, fonde un journal qui n'était pas un torchon, pas encore un torchon, qui s'appelle Détective. À l'époque, c'était pas mal. Et regardez ce qu'il a comme collaborateur. Il a Cocteau, vous la reconnaissez. Son amant présumé, ça n'a jamais été prouvé, Raymond Radiguet, qui est mort très jeune, à 21 ans. Et d'ailleurs, quand il meurt, Cocteau adoube en quelque sorte d'une amitié amoureuse Kessel. D'ailleurs, là, on voit ici 2 dessins de Cocteau que je vous ai reproduits. Bon, la définition n'est pas très très bonne. Et Cocteau était homosexuel, Kessel pas du tout, mais il y a une vraie affinité qui se crée, une amitié amoureuse qui se crée entre eux, parce que Kessel va remplacer Raymond Radiguet qui va disparaître. Autre collaborateur de détective, vous la reconnaissez en bas? Colette, voilà. Alors c'est très chic d'avoir comme fait diversière, hein, la rubrique des chiens écrasés, Colette, et puis Malraux également, qui va encenser différents ouvrages de Kessel, mais bon, il va lui renvoyer l'ascenseur pour l'Espoir et d'autres livres. Malraux, donc, qui va collaborer également aux journaux des frères Kessel. Alors voilà, là, c'est une reproduction, enfin, c'est même le facsimilé d'un manuscrit que j'ai, qui est un livre qui s'appelle La Rose de Java, qui est l'histoire vraie en fait de Kessel qui revient de la guerre de 14-18, mais qui passe par Vladivostok. Et en fait, il va rencontrer sur son bateau sa future femme, Sandy, et voilà, regardez comme c'est raturé, surchargé, corrigé, une écriture très fine, et il travaillait vraiment de très très près ses textes. Alors c'est aussi le reporter de guerre qui va couvrir la guerre d'Espagne. On le voit ici avec son cousin Boris Lesk à Barcelone. Là, en écrivant en 1938 son reportage dans une auberge espagnole, c'est le cas de le dire. Et Kessel est arrivé un petit peu tard en Espagne. La guerre a commencé en 1936 et là, donc vous voyez, il est avec Hemingway en bas avec Malraux qui commande la brigade Teruel. Hemingway extrêmement engagé. D'ailleurs, c'est la source d'un conflit très dur avec son vieil ami Dos Passos. Et Dos Passos voit disparaître son ami traducteur espagnol qui vivait à New York et qui disparaît exécuté par les sbires de la Tchéka, de la GPU, les services secrets soviétiques, qui veulent éliminer tout ce qui est socialiste modéré et tout ce qui est donc contraire à la ligne du Comintern. Et donc il y aura une divergence et une inimitié à vie entre Hemingway, qui va adopter la position pro-soviétique, et Dos Passos qui sépare de lui, et Malraux étant beaucoup plus circonspect. Et donc, dans un bar à l'hôtel Florida, donc, Kessel voit Hemingway et Malraux accoudés au bar, et Goguenard, Hemingway, lui dit qu'il arrive un peu en retard. Et toute sa vie, il va garder un petit peu cette réflexion en tête. Ça va donner une émulation quand même entre les deux, y compris pour Le vieil homme et la mer d'un côté, qui vaudra dans les années 50 le prix Nobel à Hemingway, et puis Le Lion, qui est une des grandes œuvres de Kessel. Pendant la guerre 39-45, il rentre dans la résistance, le réseau Carte. Là, on voit Kessel, il est à Haguet, dans l'Estérel. Il est avec son neveu, voilà, bravo, qui va devenir secrétaire perpétuel de l'Académie française, il est tout jeune, qui est le fils du suicidé
puisque l'enfant qu'il attendait était donc Maurice Druon, qui est né en 1918, qui va vivre pratiquement centenaire. Ils intègrent tous les deux le réseau CART. Alors ce qui est drôle, c'est que Kessel est un homme à femme. C'est un homme qui aimait beaucoup les femmes, qui n'a pas toujours été tendre avec elles, mais qui les aimait véritablement. Et parmi ses maîtresses, il y avait Germaine Sablon, qui était une grande chanteuse de l'époque, donc la sœur de Jean Sablon. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle est dans le réseau CART. Elle a intégré le réseau CART. Elle le sait, elle sait que Kessel l'a intégré, mais elle ne va pas lui dire. Et ils vont le savoir très longtemps après, enfin lui il va le savoir très longtemps après, lorsqu'il va quitter la Côte d'Azur, parce que la résistance lui dit tire-toi, t'es repéré, la Gestapo est sur tes traces, tu es juif, faut que tu partes. Il part donc par l'Espagne, et il arrive à Londres et il tombe chez le général de Gaulle, qui lui dit ah, c'est vous Kessel, j'ai lu l'équipage, formidable, vous restez là. Et Kessel dit non, moi je suis pilote, je vais aller me battre, je vais bombarder les Allemands, pas du tout, il faut que vous restiez là. Et de Gaulle lui demande d'écrire un livre. Ça fait quoi? Vous devez connaître ce livre qui est magnifique, et surtout un film éponyme avec Ventura. Pardon? L'Armée des Ombres, c'est ça, qui est un très très beau film de Jean-Pierre Grimbach, plus connu sous le nom de Jean-Pierre Melville. Et c'est un livre très courageux parce que Kessel, donc résistant, arrive à Londres avec plein d'informations. Il voit aussi des résistants qui débarquent avec des différents agents. Et il fait un livre pas du tout manichéen sur la résistance, avec les bons résistants, les mauvais collabos, les mauvais Allemands, etc. Il fait un livre qui est traversé de courants, qui est traversé de trahisons au sein de la résistance. Et on sent déjà que les services britanniques vendent carrément des résistants, les sacrifient pour faire passer des informations aux Allemands, pour les faire croire du côté de l'ennemi. Il finit quand même par aller se battre. Alors pour la petite histoire aussi avec De Gaulle, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a la même histoire qui arrive avec Romain Gary. Romain Gary est plus jeune, il a 16 ans de différence. Il a donc à peu près 28 ans quand il arrive à Londres. Il est pilote, lui, diplômé de l'école Salon de Provence. Et il dit pareil, il dit Général de Gaulle, je veux me battre. Et de Gaulle lui dit pas du tout, j'ai besoin de vous pour la France libre, etc. Reste avec moi. Et Romain Gary insiste. Il insiste, il dit non, je veux me battre. Alors de Gaulle lui dit depuis son bureau à Londres, bon, bah allez-y. Alors n'oubliez pas de vous faire tuer. Et alors toute sa vie, il va garder ça sur lui, Romain Gary. Alors il veut franchir la porte, De Gaulle le rappelle, puis il dit, de toute façon, ça ne peut pas vous arriver, il n'y a que les meilleurs qui se font tuer. Et Romain Gary le raconte dans différents écrits, et il dit qu'il a vu au total 12 fois De Gaulle dans sa vie, mais il va garder une grande vénération pour De Gaulle. Il dit, j'étais un gaulliste de gauche jusqu'à la fin de ma vie. Et il dit, sur les 12 fois que je l'ai vu, je me suis fait virer 3 ou 4 fois de son bureau. Mais il va envoyer, comme Kessel d'ailleurs, à chaque parution, ses livres donc à De Gaulle dédicacés. Et quand De Gaulle va mourir, Gary sera là en train de pleurer. Et quand Kessel va mourir, il sera là aussi à l'enterrement à Montparnasse. Alors ça donne aussi, lors du séjour à Londres, entre 2 bombardements de Kessel, donc un chant remarquable qui est le deuxième hymne patriotique français après la Marseillaise, c'est le chant des partisans. Là ici, voilà, il y a l'original qui devait s'appeler au départ Les Partisans. Ça donne le chant des partisans. Underground Song, Ami entends-tu le nord des corbeaux, etc. Chanté par Anna Marley, qui est d'origine russe comme lui, et coécrit avec Maurice Druon. On n'a jamais su qui avait écrit quoi, si c'est tout Druon ou tout Kessel, mais bon, voilà, en tout cas, regardez les droits d'auteur sur la partie Druon-Kessel. De toute façon, il n'y a pas de droit d'auteur, c'était parachuté au-dessus des lignes ennemies, et ça servait de refrain à la résistance pour se reconnaître, etc. Et donc, c'est devenu le deuxième hymne national, enseigné même dans les écoles pendant des années. Alors, le livre, c'est drôle parce que c'est un dictionnaire arbitraire. Hein, donc, je raconte aussi mon voyage en Afghanistan. Je raconte comment j'ai rencontré pour l'écriture d'un livre. J'ai vécu avec les talibans, je n'ai pas honte de le dire. J'ai écrit un livre très ironique, on va dire, sur eux, sur leur pureté, qui s'appelle Le Faucon afghan. Et dans un village en pleine montagne, à 3000 mètres, au bord d'un précipice, un village fortifié, je vois surgir un vieil homme qui vient me parler en français. Et moi, j'ai été accompagné, j'ai pas le choix, hein, par des flics talibans qui m'espionnaient, je dormais avec eux, etc. Y compris par un jeune taliban horrible, barbu, évidemment, qui parlait 6 langues. Et il me dit, pourquoi tu lui parles en français? Parle-moi en pachtou, parle-moi en persan, parle-moi en anglais. Je dis non. Et en fait, c'était le cuisinier de Kessel qui arrivait. Un cuisinier pour le voyage dans les années 70 de Kessel, dédié par l'ambassadeur de France à Kessel, et qui venait me parler. Il a vu que j'étais français, il est venu me parler, etc. Et donc les Kalachnikov commencent à s'armer, et les talibans me disent non, il faut que tu parles une autre langue que le français, on ne la comprend pas. Et là, alors je raconte ça dans le livre, j'ai un éclair de lucidité, je dis ben non,
c'est toi qui vas aller en prison, Zafir, donc mon flic taliban, mon indicateur. Il dit, pourquoi? Parce que je sais que tu fumes du hashish. Et alors là, c'était la clé, la porte ouverte. J'ai pu rester donc 2 jours avec mon cuisinier afghan de Kessel. Et voilà, je vous dis ça parce qu'évidemment, ce sont des anecdotes qu'on peut récolter en chemin comme ça, y compris avec Reza, lors de nos périples respectifs. Et évidemment, en Afghanistan, on vous parle encore aisément de Kessel, y compris l'ancien roi d'Afghanistan et le gouverneur actuel de Kaboul, qui est un parfait francophone. Et je devais commencer le livre avec la double lettre AA. Pourquoi? Parce que c'est alcoolique anonyme. Il a fait découvrir les alcooliques anonymes aux Français. Je pense que Kessel a sauvé la vie de milliers de Français et d'Européens. Sa femme était devenue alcoolique et voilà, pour François, il avait voulu prêcher cette œuvre-là et aller à New York donc, pour faire un livre et un très très grand reportage de 15 jours de parution, donc 150 000 signes, presque un livre en soi, pour François. Et puis finir donc, le livre, par contre ça on l'a laissé, sur la lettre Z, Zanzibar. Et en fait, je me suis dit, bon, on va peut-être pas rendre alcoolisé trop vite le lecteur. Et finalement, j'ai commencé le livre, non pas par AA, mais par 001. Pourquoi? Parce que c'est le premier visa qui était accordé en 1948 par l'État d'Israël, tout juste créé, à Joseph Kessel, parce qu'il atterrit donc non pas à Tel Aviv en pleine guerre, à partir du moment où Israël proclame son indépendance, le 15 mai 1948, par le Premier ministre tout juste intronisé Ben Gourion, eh bien lui prend un petit avion avec des marchands d'armes juifs français. Il atterrit non pas à Tel Aviv, qui est bombardé par la Ligue arabe, mais il atterrit à Haïfa, tout à fait au nord. Et là, donc, on lui donne un visa en sortant d'une petite guérite pratiquement sur la plage, au bout de la piste tout juste abandonnée par les anciens colons britanniques. Et donc, c'est le premier visa, 001. Et Kessel va garder toute sa vie une affection pour Israël, puisqu'il avait déjà été quelques années auparavant en Palestine, avec comme fixeur, non pas Henri de Montfred, mais un jeune chimiste britannique d'origine biélorusse qui s'appelle Chaim Weizmann. Et Chaim Weizmann va être le premier président de l'État d'Israël. Et donc, Kessel a eu la chance d'aller voir des colonies juives de peuplement un peu partout en Palestine à l'époque. Et il va garder une grande affection pour Israël. Il va y retourner pour le procès d'un dignitaire nazi qui a été capturé par le Mossad en Argentine. Ça vous dit quelque chose, je pense, Adolf Eichmann. Donc voilà, c'est un procès vraiment qui l'a marqué. Il était aux côtés de Paul Vaillant et de Hannah Arendt, qui en a fait un très beau livre d'ailleurs. Voilà, d'autres reportages ensuite, les mines de rubis en Birmanie. Puis là, regardez, il va partir en Afghanistan, au pied des Bouddhas de Bamiyan. Ça va faire un très beau livre qui s'appelle Les Cavaliers, et un film éponyme. Vous reconnaissez Le Cavalier? Omar Sharif, voilà. Très grand connaisseur de pur sang et de hara, très mauvais cavalier, il avait peur là, de jouer son rôle. Et un très grand joueur absolument. Et là, regardez, Kessel arrive en Afghanistan. Je me suis fait raconter ça par les Afghans et on a eu la chance de connaître, à 40 ans de différence, le même interlocuteur qui est le roi d'Afghanistan, Zahir Shah. Et le roi d'Afghanistan est un parfait francophone. Il vous parlait de Marguerite Duras et de Marguerite Yourcenar dans le texte. Il avait été étudiant à Montpellier et au lycée Janson de Sailly à Paris. Et Kessel débarque en 1956, il a 58 ans, il a un peu marre des guerres. C'est vrai que c'est répétitif, les guerres. Et puis c'est vrai qu'on sait, je vous dis ça très modestement, on sait que les guerres vont recommencer, que les erreurs de certains pays interventionnistes vont recommencer. Qu'on ferait la guerre de 2003 en Irak, qui a fait 500 000 morts au bas mot, de Bush contre la ville de la CIA d'ailleurs, et la guerre libératrice, entre guillemets, de Libye, qui a fait au moins 50 000 morts. Et donc il se dit, je vais faire autre chose, je vais faire un film, puis là, il s'apprête à faire ce qui va devenir l'un des premiers docu-fictions de l'histoire. La passe du diable, il n'a pas de scénario, il n'a pas d'argent. Et c'est le roi d'Afghanistan, Zahir Shah, qui va lui dérouler le tapis rouge. Moi, je l'ai rencontré en exil à plusieurs reprises, Zahir Shah, et il est mort entre-temps, il y a quelques années. Et Kessel, grâce à cette affection de Zahir Shah, du roi, donc pour ses œuvres, va pouvoir faire son film. Et devinez qui il prend là, à sa droite comme cadreur, on dit maintenant comme caméraman, quelqu'un qui va devenir un grand cinéaste, qui sort des camps de la mort des Dien Bien Phu, qui est un photographe de l'école des armées, qui a perdu ses dents à cause du scorbut dans les prisons du Viet Minh, au Vietnam donc, celui qui a fait la 317e section entre autres.
c'est Schoendorfer. Donc voilà, et c'est le premier film de Schoendorfer. Et grâce à Kessel, il va signer La Passe du Diable, qu'on voit ici, qui est un documentaire fiction. Ça va faire après Les Cavaliers. J'ai pu le retrouver, je l'ai projeté au Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, le film qu'on a fait restaurer avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Et c'est un très beau film sur l'affection des Afghans pour ce jeu qui s'appelle donc le Bouskachi, avec des chopandos, c'est-à-dire des cavaliers qui se disputent le cadavre d'une chèvre décapitée. C'est violent, c'est viril, mais c'est leur jeu ancestral, séculaire. Et ça va faire un très beau film aussi, avec Omar Sharif. Voilà. Et puis, des livres adaptés au cinéma. J'ai parlé de l'Armée des Ombres, mais je voulais vous dire, un peu comme Romain Gary, on vient de faire un numéro spécial du 1 avec Eric Fotorino sur Romain Gary, le visionnaire. Parce que Romain Gary avait le sens de l'écologie, le sens de l'Europe avant l'heure. Et Kessel avait aussi un sens de visionnaire, parce que là, avec La Passion du Sans Souci, qui est le dernier film de Romy Schneider, qui est un film de Jacques Rouffio qui est sorti dans les années 80, mais c'est surtout tiré du livre, du roman La Passion du Sans Souci. Ce qui s'est passé, c'est que Kessel, très jeune, va en Allemagne. Il croise Hitler, avant même son élection en 1933. On est en 1932. Il l'a croisé d'ailleurs comme Philippe Soupeau, qui est un homme que j'ai pu connaître, un grand poète surréaliste, et les deux disaient « c'est dommage qu'on n'ait pas eu de revolver ce jour-là ». Soupeau avait croisé Hitler dans l'ascenseur de Berlin. Il était redevenu journaliste à l'époque. Et Kessel sentait, grâce à ses contacts, qui étaient surtout la pègre d'ailleurs de Berlin, que le nazisme allait gagner. Et on lui disait déjà que des camps de concentration se préparaient. Il en fait des reportages pour la presse, tout le monde s'en moque, etc. Il en fait un livre, et dans le livre, il dénonce à travers l'errance de son héroïne à Paris, il dénonce les camps de concentration qui sont en installation en Allemagne. Et le film est magnifique. C'est donc une dénonciation avant l'heure de ce qui arrive en Allemagne contre les juifs, les tziganes, les communistes, etc., les handicapés. Et Belle de jour, alors c'est connu surtout pour le film de Buñuel, mais le film, avec un très bon scénariste, Jean-Claude Carrière, ne correspond pas tout à fait au roman. Le roman, c'est le roman d'une femme, Séverine, incarnée par Catherine Deneuve, à mon avis un de ses plus beaux rôles. Et c'est une femme qui est bourgeoise le matin, mariée à un chirurgien dentiste de Paris, dans le 16e arrondissement, et l'après-midi qui va dans un bordel de luxe qui se prostitue. Alors vous lisez 200, 300 pages, il y a du fétichisme, il y a du sadisme, etc. Elle en jouit, dans tous les sens du terme, on ne comprend pas. Puis à un moment, à la fin du livre, dernier quart, je dirais à peu près, dernier cinquième, on apprend qu'enfant, on appelle ça violence faite aux femmes aujourd'hui, euphémisme, a été violée. Adolescente. Pubère, on va dire, à peine pubère. Et c'est son drame, c'est sa rédemption, c'est sa catharsis. On jugera mal ou pas, mais ça a fait scandale à l'époque. Et Buñuel occulte cela. Buñuel dit, on est en 68 quand il tourne le film. Il en fait un roman, ça va donner après Le charme discret de la bourgeoisie, contre la bourgeoisie. Il dit, voilà, elle se prostitue parce qu'elle est bourgeoise. C'est pas du tout ça, le livre de Kessel. Eh bien, écrire dans les années 30 un roman de cette puissance, de cette volonté de dénonciation sur les violences faites aux femmes et sur le viol, je trouve que c'est extrêmement courageux. Voilà, puis l'Armée des Ombres. Et puis, d'autres événements dans la vie de Kessel, c'est aussi l'Académie française. Alors, il n'aimait pas trop les ors de la République et les décorations, et puis en 62, même un peu avant d'ailleurs, il est élu en 62, mais en 61, Mauriac, Marcel Achard, Marcel Pagnol lui proposent d'entrer à l'Académie. Et vous savez qui il consulte ? Non pas son épouse, non pas Gaston Gallimard, qui détestait l'Académie. Il avait même créé la revue NRF contre l'Académie. Il va consulter les bandits, la pègre, les truands de Paris et de Montmartre, qu'il connaissait bien, entre autres, par l'avocat de la pègre, Henri Torres, qui est un ami. Et la pègre lui dit « Mais évidemment, vas-y, ça sera un honneur pour nous ». Et donc, il se fait élire pas si facilement que ça à l'Académie. Et donc, il fait un magnifique discours, un discours d'intronisation qui, lui, sera effectif donc, en 64. Et là, il aura recours à ce qu'on appelle un écrivain fantôme, un ghostwriter, un nègre, mais c'est plus en cours maintenant à l'Académie, c'est écrivain fantôme, et quelqu'un va lui écrire les 80 feuillets parce que il n'a pas lu toutes les œuvres de son prédécesseur, le duc de la Force. Voilà, ça c'est Kessel. Donc
Il y a le prix Joseph Kessel également qui existe, dont je préside encore le jury cette année, qui est un prix auquel je tiens beaucoup parce que on le remet soit un romancier ou une romancière, soit une ou un reporter. Et voilà, alors, c'est pas évident que de juger un roman à part égale et un reportage, enfin, ou un document. Mais voilà, par exemple, on a récompensé Marc Duguin, on a récompensé Éric Vuillard avant qu'il ait le prix Goncourt, d'ailleurs, on était très fiers, Sir Chalandon. On a récompensé Florence Aubenas, qui, elle, est plutôt grand reporter. La dernière lauréate 2019, donc, c'est Cécile Aignan, grand reporter au Monde. Elle a fait un très beau livre qui s'appelle Le fil de nos vies brisées sur des exilés de Syrie, où elle se met en scène d'une manière non pas romancée mais romanesque. Et voilà, donc le problème, si vous êtes juré d'un prix comme le prix Goncourt Interallié, il n'y a que du roman, ça va. Si c'est que du reportage, ça va. Si c'est les deux, c'est pas évident. Et voilà, donc quelquefois, on a vraiment des états d'âme pour évidemment élire notre lauréate ou notre lauréat. En tout cas, c'est tout à fait dans le spectre, dans le champ de Kessel, qui justement passait du reportage au roman, du roman au reportage, qui d'un voyage s'inspirait d'un fait réel pour en faire une fiction, et puis le contraire, qui revenait très facilement dans ses reportages à ce qu'on appelait dans François à l'époque, avec Pierre Lazareff, qui était son grand ami, son patron, qui a eu aussi comme reporter Philippe Labro, Lucien Baudard et autres. Il disait à ses journalistes, faites une story à l'américaine, donc une histoire avec des personnages, du vécu, etc., et une chute. Et Kessel aimait ça. Donc voilà, c'était la vie de Kessel. Moi, je le raconte avec plein d'anecdotes. Alors, faire attention à ce que le livre sent le soufre. Il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'aventures, il y a beaucoup de cocaïne aussi. Mais voilà, donc c'est pour nous aussi un grand frère. Et je suis content que cette veine, on va dire, ce champ littéraire perdure. C'est-à-dire qu'on a encore des écrivains voyageurs, qu'on a encore des romanciers qui veulent aller sur le terrain, voire sur le front. C'est très important. Alors, dans le jury, on a des très, très beaux écrivains. Il y a Michel Lebris, il y a Tara Benjeloun, il y a Patrick Rambaud, il y a Gilles Lapouche. Donc voilà, on a quand même un beau jury. Et puis le lauréat, ou la lauréate de l'année précédente. Donc cette année, donc Cécile Aignan fera partie du jury. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci de votre attention et passez une bonne soirée. Et puis venez, merci. C'était Olivier Weber à la librairie Ombre Blanche le 22 novembre 2019 à l'occasion de la parution chez Plomb de son dictionnaire amoureux de Joseph Kessel lors d'une rencontre organisée en lien avec le festival Scientilivre.